Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle émission. Ça va être le premier numéro qui va s'appeler Le Coin des Philosophes. Alors le Coin des Philosophes, pourquoi? Parce que bien sûr on va parler de philosophie. Mais aujourd'hui on va aborder une branche un peu spéciale de la philosophie qui est une philosophie plus martiale. Puisqu'on va aborder la philosophie avec, je vais pas dire des sports de combat parce que c'est pas le terme qui me plaît bien, mais oui c'est ça, une voie martiale et voilà, la voie du sabre, enfin bon il y a beaucoup de terminologie et je suis aujourd'hui donc avec Laurent qui va nous parler de Bruce Lee. Bruce Lee, l'acteur américain que tout le monde connaît pour ses films de karaté, mais pas que, et qui a créé une méthode d'autodéfense, de combat. C'est un concept philosophique qui s'appelait le Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do, voilà. Merci Laurent de nous accueillir chez toi, dans ton intimité. Avec plaisir. Merci de rejoindre l'équipe de Planète Gaïa TV. Avec grand plaisir. Et alors, on va recommencer, bien que tu l'aies déjà fait dans la petite vidéo de présentation, mais pour les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout comment tu en es arrivé là? Bien sûr. Alors je me présente, je m'appelle Laurent Paulet, donc voilà, je suis parti aux États-Unis en 96 m'entraîner dans l'école de Bruce Lee avec un full instructeur qui s'appelait Salem Asli à l'époque, et puis que j'ai revu à travers différents stages en France sous l'association française Jeet Kune Do Kali et Arts Associés, dont je suis président depuis 15 ans. Et j'avais étudié déjà donc le Jeet Kune Do, etc. Et j'ai appris à développer, à comprendre que le Jeet Kune Do était surtout une philosophie de vie, un art de vivre. D'ailleurs c'est un art martial, c'est pas un sport de combat. Et que l'idéologie qu'il y avait à travers le Jeet Kune Do, qui était le concept de Bruce Lee, qui veut dire la voie du point qui intercepte, était dans l'idéologie de prendre le meilleur de chaque système d'arts martiaux par rapport à sa propre personnalité, afin de développer sa personnalité, ses attributs, on va dire. Et donc c'était basé sur une philosophie taoïste qui s'appelait le Wu-Hue, qui est une philosophie taoïste qui implique le principe du non-agir. Donc on est très loin de la conception de préméditation face à une self-défense ou face à une attaque particulière, puisque c'est vraiment philosophique, et ça permet de travailler son interne vers l'extérieur, et non pas d'attendre une attaque extérieure pour aller défendre sa personne. Parce que philosophiquement parlant, si on est dans un principe de paix et d'harmonie, il n'y a pas de raison qu'on soit attaqué. On est émetteur-récepteur, donc je pense qu'à partir de ce moment-là, on pratique plutôt une philosophie de la complémentarité de soi-même, du développement personnel, de quelque chose de transmissible, on va dire, voilà, de transmissible. D'accord, mais quand on regarde, bon, excuse-moi, moi j'ai des références un peu basiques, mais quand on regarde les films de Bruce Lee, où on le voit qui pratique du Jeet Kune Do, on reconnaît quand même un certain nombre de techniques à l'intérieur de ce Jeet Kune Do. Ce qui fait, à mon avis, la spécificité de cette pratique, c'est la rapidité de changement et l'interaction entre les différentes disciplines. Donc on le voit démarrer en karaté, terminer en aïkido, continuer par du kung fu, en enchaînant sur de l'aïkido. Et c'est un melting pot avec un peu de boxe, avec un peu de tout ça, et c'est assez spectaculaire, cet enchaînement qui paraît tellement gracieux et normal. Oui, tout à fait. Alors Bruce Lee, déjà pour commencer, les mouvements qu'il faisait dans le cinéma, c'était des mouvements beaucoup plus amples, beaucoup plus jolis à la caméra que le Jeet Kune Do vraiment de rue qu'il aurait pratiqué, qui était lui beaucoup plus droit, je dirais direct. Et donc dans chacun de ses films, à travers son Jeet Kune Do, sa façon de percevoir le monde martial, il avait un message sur l'exploitation des peuples, dans Big Boss
principalement, ou d'autres films, où il avait dans chacun de ses films un message particulier à passer. C'était quand même quelqu'un qui était un philosophe et qui avait envie de passer des messages à travers, même s'il y avait un côté cinéma, il y avait quand même un message derrière. Et Bruce Lee, parti du Wing Chun à la base, quand il s'entraînait plus jeune avec Yip Man, maître Yip Man. Et à partir de là, il a développé sa synthèse du Jeet Kune Do quand il est parti aux États-Unis. Et il a pu introduire dans son système le Kali, différents systèmes qui a fait du Jeet Kune Do ce concept où il y a plusieurs distances, plusieurs possibilités d'aller debout, de finir au sol, d'avoir une intermédiaire avec le Wing Chun ou tout autre art martiaux qui avait développé, notamment avec Danilo Santo, le Kali philippin, et les arts martiaux philippins en général, qu'il a introduit dans le concept du Jeet Kune Do. Donc tout ce qu'on pouvait voir au cinéma avait aussi à la fois l'idée de la fluidité martiale à travers son concept qui était tout nouveau, parce qu'avant il y avait des écoles ou de karaté ou de judo, donc soit une école du sol, soit une école debout, et il était le premier à se dire bon bah on va mélanger le meilleur de chaque système. Et ça donnera quelque chose d'assez sympa, quoi. Et il avait déjà cette philosophie de prendre le meilleur de chaque chose pour développer sa personne. Voilà. D'accord. Voilà. On voit bien dans un des films de Bruce Lee, je ne sais plus lequel c'est, où il rencontre Chuck Norris. Chuck Norris, c'est quoi, c'est le jeu de la mort? Non, c'est pas le jeu de la mort. Où il rencontre Chuck Norris, c'est Opération... non, c'est le Retour du Dragon. Le Retour du Dragon. Et on le voit dans son combat contre Chuck Norris, alors Chuck Norris, lui, je sais plus, il est 5e ou 7e dan de karaté, ou quelque chose comme ça. Karaté, costaud, quoi. Et on voit ces deux styles qui s'opposent, et... où il lui met la pâtée, quoi, carrément. Et à un moment, on voit Chuck Norris qui est quand même pas que la moitié d'un con, qui l'observe, qui regarde ses mouvements, et qui à un moment se met à changer de style pour faire de la danseuse comme à la boxe. Oui, pour essayer de limiter un peu, et puis de limiter les dégâts. Ouais, pour limiter les dégâts, tout à fait. Et donc, en fin de compte, enfin moi ce que j'en avais compris à l'époque, avant de lire quoi que ce soit, simplement en regardant les films, c'est qu'il avait pris des phases de combat, de tous les combats, la boxe, le karaté, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe, et qu'il les avait un peu comme un chorégraphe qui prend des pas de danse et qui les met en symbiose, en harmonie, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu ça, non? Oui, tout à fait. Il avait repris certains déplacements de l'escrime, notamment, qu'il avait introduit aussi dans le système du Jeet Kune Do. Et ça lui donnait des capacités de déplacement qui étaient particulières et qui faisaient il avait déjà un don de rapidité qui était exceptionnel. Associé à toute cette logistique réaliste des différents systèmes qu'il avait fait progresser en lui, je dirais, il avait montré au cinéma cette symbiose, cette synthèse, ce syncrétisme de ces différents systèmes qui faisait de Bruce Lee un artiste martial hors du commun, et on voit bien la différenciation entre la limite d'un système, entre autres. Après, bon, il faut quand même pas oublier que chaque être incarne quand même son expérience à travers son style. Mais il voulait montrer que différents styles associés quand même à cette expérience permettaient plus d'avancées techniques, on va dire. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des êtres qui font du karaté, par exemple, ou d'autres systèmes qui sont excellents dans ce qu'ils font. Le concept du Jeet Kune Do, il emmenait surtout l'idée en dehors de cette faculté d'être, on va dire, d'être martial, d'arts martiaux aussi. C'était de pouvoir introduire dans son système une faculté de passer au sol, debout, d'avoir pas d'escrime qui ramenait à quelque chose de plus volatile, on va dire, plus volatile. De moins centré sur un principe comment dire, terrestre, on pourrait dire. Oui, mais moi j'aime bien faire référence au pas de danse. Oui, tout à fait. Parce que c'est un peu ça quand même. Quand on le voyait évoluer devant la caméra, c'était quand même de la chorégraphie, quoi. C'est de la danse. Bon, il y avait l'aspect cinéma, il était obligé de montrer quand même, de décrire un peu son art d'une façon qui soit assez enjouée, belle, chorégraphique. Bruce Lee, dans le combat pur, il aurait rarement mis des coups de pied à la tête, parce qu'il y avait plus de distance entre le pied et la tête que le pied au genou ou à la hanche. D'accord. Dans ces systèmes d'origine, il travaillait plus sur les hanches et les genoux. Il déplaçait. Enfin, ça aurait été un combat pur, il n'aurait pas fait ça. D'accord. C'était vraiment parce que il fallait que
c'était soit plus pour le spectaculaire. cinéma. Pas qu'il n'était pas capable, Ouais. mais c'était plus pour une idéologie de cinéma quand même. D'accord. Alors j'avais lu dans une revue, à l'époque, que beaucoup de ses adversaires cinématographiques étaient devenus ses élèves, entre autres dans... Donc je crois que c'était le jeu de la mort, où on voit ce grand black immense de 2,05 m, Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, voilà, c'est ça, qui se bat contre lui. Il paraît que dans la vraie vie, dans la réalité, c'est devenu un de ses élèves. Oui, complètement. Il a eu des élèves comme Karim Abdul-Jabbar. Il a eu entre autres Roman Polanski et plein d'autres acteurs. Ah bon? Oui. Il a eu Roman Polanski comme élève en cours privé. Il a eu pas mal d'acteurs, James Coburn. Il a eu des tas de gens du milieu du cinéma. Oui, bien sûr. Oui, il a entraîné beaucoup de gens. D'accord, ouais. Alors, derrière, donc, il y a la méthode de combat, mais il y a la philosophie. Parce que c'est quand même un philosophe avant toute chose, et qui a écrit d'ailleurs des choses magnifiques. Moi j'en ai lu quelques-unes, c'est de toute beauté ce qu'il a écrit. Oui, il a écrit donc 4 ouvrages, un peu plus, mais 4 ouvrages sur les techniques, notamment du Junfan Kung Fu, voilà, et sur le Jeet Kune Do. Notamment, il avait écrit un livre quand il était bloqué à l'hôpital. Durant un de ses tournages, il s'était fait mal au dos, il était bloqué. Il a écrit notamment le Tao du Jeet Kune Do. C'est ça. Ou dans lequel, plutôt de s'attendre à des techniques ultra incroyables, on se retrouvait plutôt beaucoup d'aspects philosophiques, en plus des techniques. Donc il associait quand même un aspect spirituel, de développement intérieur, philosophique, philosophia, qui veut dire fil de sagesse aussi au passage. Donc on peut comprendre qu'il y avait quand même une idée d'une voie de l'équilibre, de quelque chose qui reporte à une certaine vertu, une sagesse, à travers son art. Voilà. Et bien sûr, il était premier de philosophie de Washington, il était fan de Krishnamurti, de plein d'auteurs philosophiques, taoïstes et autres. Et il s'est imprégné de tout ça, et il en a créé un syncrétisme qu'il a introduit dans un concept martial qui s'appelle le Jeet Kune Do. D'accord. Voilà ce qu'a créé Bruce Lee. Ok, donc ça date quand même maintenant de quelques années. Ah oui, ça Parce que ça fait combien de temps qu'il est mort maintenant? Il est mort en 73, 73, dans ces eaux-là, 73, on est en 2020. Ah ouais, ça commence à dater quand même. Ça commence à dater. Mais son esprit est toujours vivant. Oui, tout ça qui est intéressant, c'est que l'aspect philosophique, ce qui est intéressant dans l'aspect philosophique, c'est qu'on peut voir que ça passe les années sans aucun problème. Et cette transmission de Bruce Lee est immortelle. Oui. Il sera toujours immortel parce qu'il a laissé dans le Jeet Kune Do de quoi décrire et de quoi continuer à transmettre cette philosophie, cette conception à travers son art qui, elle, perdurera. Et c'est pas vraiment qui la pratique, c'est comment on la pratique. Et c'est pas qu'est-ce qu'on pratique, mais comment on la pratique. Voilà, c'est pas ni qui, ni quoi, c'est comment. Comment on perçoit cet art martial. Bien sûr. Voilà. Alors, on va parler potin 2 minutes quand même. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des avancées, des nouvelles sur sa mort? Non. Parce qu'il y a eu plein de théories qui ont été lancées au moment de sa mort et pendant les années qui ont suivi sa mort, comme quoi ça aurait été des triades, comme quoi ça aurait été des vieux maîtres de Kung Fu qui n'auraient pas été contents qu'il ait livré des secrets. Enfin, il y a eu plein de théories nombreuses et variées. Est-ce qu'on a avancé à ce niveau-là ou pas du tout? Je pense qu'il y a certainement eu des jalousies, il y a certainement eu des différends sur ce qu'il avait mis en place, parce qu'il disait souvent « j'enseignerai à qui veut apprendre ». Donc il enseignait certainement des choses qui auraient peut-être dû rester d'une tradition. Voilà, d'accord. Ça a peut-être déplu à certains, et il paraît qu'il avait été plus ou moins 1 ou 2 fois
interposé des gens qui étaient venus le voir en disant qu'il arrête un peu de pratiquer certains secrets. Voilà. Moi je suis neutre là-dessus, j'étais pas présent et puis ça reste des on-dit. Non mais tu aurais pu avoir depuis le temps, tu aurais pu avoir des nouvelles. Ouais, mais ça reste assez ça reste secret. Ça reste assez discret, assez secret. Je pense que bon, ça changera pas l'héritage qu'il a laissé. Non. Et puis ça devait se passer comme ça certainement. Oui, la vérité, on la saura peut-être jamais. Voilà, ça restera. Son chef-d'œuvre restera l'héritage qu'il a laissé bien trop tôt d'ailleurs. Mais voilà, il a laissé quelque chose et il y a encore des gens qui le transmettent. Oui, bien sûr. Et qui parlent de cette philosophie, parce que souvent on parle du sport de combat, on parle de qui va faire quoi, comment, etc. d'une façon compétitive. Parce que beaucoup de fédérations se nourrissent de l'aspect compétitif. Mais il y a aussi cette philosophie à ajouter, entre parenthèses. Bien sûr. Sans parler de différencier, mais à ajouter, c'est aussi une façon de vivre, un mode de vie. On est bien d'accord. Alors aujourd'hui, voilà, moi j'ai vu cette vidéo, ça m'intéresse. J'ai vu bien sûr tous les films de Bruce Lee, je me dis, je ferais bien ça, du Jeet Kune Do. Est-ce que je peux en faire en France? Oui, alors en France, il y a des fédérations, notamment la fédération de karaté sport affinitaire. Entre autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont mis en place des stages de Wing Chun, Jeet Kune Do, etc. en place, et qui est possible de rencontrer et de faire des stages pour devenir instructeur, etc. D'accord, mais est-ce qu'il y a moyen de pratiquer dans une école toutes les semaines, comme on va au club de judo, au club de karaté? Oui, il y a des écoles qui sont ouvertes en France. Plus ou moins sous des fédérations ou pas, mais il y en a qui ont pratiqué mais qui n'ont pas de fédération, parce que avant que ça ait été fédéré, ça existait quand même, le Jeet Kune Do. Donc il y a eu des petites associations qui sont ouvertes et qui pratiquent encore le Jeet Kune Do. Oui, il y en a à droite à gauche en France. Le truc, c'est d'essayer d'être le plus dans une conception de structure à travers des fédérations. Ça permet quand même d'avoir une certaine légalité d'assurance et autres, plus sur un plan, je dirais, juridique que sur un plan de conception ou de pratique. Voilà. Alors, moi j'ai envie d'en faire, ça m'intéresse vraiment. Comment je fais pour trouver ça? Alors on va sur les contacts. Entre autres, on peut me contacter au sein de l'association française Jeet Kune Do et Kali, sans problème. Je pourrais rediriger les gens vers les différentes fédérations qui permettent à la fois, ou les praticiens qui viennent, notamment Salem Asli, qui est mon full instructeur, qui vient des États-Unis très souvent en France, donner des stages. Donc ça permettra à ceux qui ont envie de découvrir de pratiquer. Voilà, à travers des stages. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura des fédérations qui permettront d'obtenir des certificats de qualification professionnelle. Il y a une fédération de Jeet Kune Do? Non, il n'y a pas de fédération de Jeet Kune Do, mais il y a une fédération française de karaté sport affinitaire qui a réussi à mettre en place toute une structure pour les arts martiaux, pour le Jeet Kune Do, je veux dire. D'accord. Voilà. Qui le rend juridiquement viable. Voilà. Mais ça peut être plusieurs fédérations, mais pour l'instant, ce que je connais, c'est celle-ci. Et voilà, quoi. Donc après, le but, c'est de rendre, sur le plan juridique, une structure possible, de façon à pouvoir transmettre aux différents pratiquants des diplômes. Parce que ça a été longtemps le problème du diplôme qui n'était pas reconnu par une fédération. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc c'est une super avancée pour le Jeet Kune Do sur le plan de la structure. Bien sûr. Et puis pour ceux qui pratiquent encore sans fédération, ça ne veut pas dire qu'ils n'enseignent pas quelque chose, mais ils enseignent quelque chose et qui un jour devra certainement évoluer. Voilà. Et c'est la possibilité pour toutes ces associations aussi de se mettre à la page avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Afin de transmettre, toujours dans l'idée de transmettre. Le but, c'est pas de savoir qui est quoi. Voilà, pas garder. Voilà, c'est. Mais bon, on doit beaucoup à Salem Asli qui a quand même été le premier à partir aux États-Unis il y a 30 ans de ça, et voire plus, et qui était un des premiers élèves de Danny Santo pour la boxe française aux États-Unis, et qui a été full instructeur dans le Jeet Kune Do, Kali et tous les systèmes.
et qui a baroudé entre la France et les États-Unis, et on lui doit beaucoup sur les différentes transmissions, et pas que lui, et plein d'autres encore, mais bon, moi je parle de ceux que je connais, avec qui j'ai pratiqué, mais voilà, on lui doit beaucoup sur les transmissions, les livres qu'il a mis en place, et la connaissance qu'il a attribuée à beaucoup de gens. Notamment ceux qui sont aujourd'hui sous certaines fédérations sont passés par Salim Masli en premier. Même s'ils ne sont pas restés forcément avec lui, ils ont eu la chance de le rencontrer pour leur donner un peu cette volonté de continuer aussi. Voilà. Ok. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message, une phrase, un mot, quelque chose de particulier que tu aimerais transmettre à nos téléspectateurs ? Que pour tous les pratiquants d'arts martiaux, tous ceux qui ont envie de goûter à une voie de transmission, de bonheur aussi, parce que c'est aussi une quête du bonheur, c'est pas forcément une quête de pouvoir, qu'on cherche tous le bonheur et l'amour, entre parenthèses, et c'est un outil, comme plein d'autres voies royales, je trouve que c'est un outil qui permet de s'accomplir, et à travers le corps, à travers toute cette conceptualité qu'est le Jeet Kune Do, et c'est un bel outil qui permettra aux gens de transmettre demain tout ce qu'ils ont acquis à l'intérieur, leurs attributs, ils vont pouvoir le transmettre. Voilà. Est-ce que tu peux nous redire exactement la définition du Jeet Kune Do? Do, je sais que c'est la voix. Do, c'est la voix, mais c'est la voix, ça veut dire la voix du point qui intercepte. La voix du point qui intercepte. Donc Jet, c'est quoi? C'est le point? Ouais, Jeet Kune Do. Ouais. Il faudra que je regarde ça. Je pose toujours des questions chiantes. Jeet Kune Do, la voix du point qui intercepte. D'accord, ok. Kun, je pense, c'est le point. Ok, d'accord. Écoute, merci Laurent de toutes ces informations. Mais je t'en prie. Donc si vous avez envie de contacter Laurent, vous avez vu en bas, vous avez l'habitude, il y a un bandeau qui passe avec les informations de contact. Donc n'hésitez pas, si le Jeet Kune Do vous intéresse, pour les futurs stages, si la philosophie de la voie du sabre vous intéresse, n'hésitez pas, contactez Laurent, il saura vous renseigner avec grand plaisir. C'est pas la voie du sabre, c'est la voie du Jeet Kune Do. Oui, mais c'est proche, hein, la voie du sabre. Il y a Ido, il y a la voie. Ouais. Mais Yai, c'est plus le sabre. Oui. Dans le Jeet Kune Do, il a introduit surtout les arts. Mais Bruce Lee, il y a le sabre aussi, je l'ai vu faire. Oui, mais alors dans le cinéma, mais pas en vrai. Ah, d'accord. Je ne sais pas, moi. Non, en vrai, mon élève Danilo Santo, qui est le représentant mondial aujourd'hui du Jeet Kune Do, qui est la référence, qui était philippin et qui a introduit tous les arts philippino, Majapahit en général, dans le Jeet Kune Do. D'accord. Voilà. Mais bon, il n'y avait pas vraiment une pratique de sabre particulière, telle le Iaido dans les samouraïs. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc si vous voulez tout savoir sur le Jeet Kune Do, sur la voie du point qui intercepte, n'hésitez pas, contactez Laurent, il se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà, pour les différents stages. Voilà. Les amis, l'aventure va se terminer maintenant, et vous êtes toujours sur Planète Gaïa, nous sommes dans la nouvelle émission Le Coin des Philosophes, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Salut. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre. Il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis,
Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.